Bon, coucou à tous. Alors, petite vidéo ou grosse sur la conférence d'AMD qui a eu lieu hier soir. Alors, je suis en retard parce que j'ai dû réenregistrer cette vidéo 5 fois. D'ailleurs, la dernière fois, il y a eu un bug de son, c'était dégueulasse. Enfin bref. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé. Plus petit point bonus du coup sur la sortie de la 3070 et le résultat qui était à prévoir, hein, qui était prévu entre guillemets. Donc allez, c'est parti. Donc du coup, AMD nous a présenté hier 3 cartes graphiques qui sont toutes dérivées de la même puce. Donc ça va de la Navi 21XTX, 21XT, 21XL pour la 6900 XT, la 6800 XT et la 6800, par ordre de puissance évidemment. Donc pas de grosses surprises au niveau des specs, c'est pratiquement 100% ce qui avait été leak depuis quelques temps. Donc les leaks étaient bons. La dernière vidéo aura peut-être plus de détails là-dessus. Je vais pas revenir dans les détails complets de la puce. On va faire un peu le tour, hein, et revenir sur les points principaux. La chose importante, c'est de se visualiser le positionnement d'AMD par rapport à Nvidia. Donc la 6900 XT est conçue pour se placer en face de la 3090. La 6800 XTL pour se mettre en face de la 3080 et la 6800 pour l'instant n'a pas vraiment de concurrence puisqu'elle est positionnée entre la 3080 et la 3070. Elle est à peu près pile poil au milieu pour le moment. Ça devrait pas changer à ce niveau-là. Toujours est-il, interface mémoire sur toutes les cartes graphiques d'AMD du coup sur ces trois-là est exactement le même. 16 Go de RAM sur tous les modèles, 128 Mb d'Infinity Cache, on reviendra sur l'Infinity Cache après, mais du coup ça c'est confirmé aussi, et c'est de la GDDR6 à 16 Go, bits par seconde. Au niveau des fréquences des cartes, c'est là qu'on a un peu plus d'infos. Alors perso, pour les cartes de ref, je m'attendais un peu plus haut, mais bon, c'est comme ça qu'elles sont. La 6900 XT et la 6800 XT ont les mêmes fréquences, c'est-à-dire 2015 en game clock et 2250 en boost. La 6800, elle, est à 1815 MHz en game clock et 2105 en boost. Alors le boost d'AMD, c'est la fréquence en pointe. En gros, ça n'arrive que très rarement et très peu longtemps, je vais dire. En gros, la carte va spiker pendant quelques secondes et puis elle va vite redescendre à la fréquence du game clock, qui est sa vitesse de croisière, on va dire. Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ce distinguo, mais toujours est-il que c'est comme ça. Du coup, la 6900 XT est proposée à 1000 $, la 6800 XT à 650 et la 6800 à 580 $. Donc un différentiel de 70 $, enfin 50 $ sur la 6800 XT par rapport à la 3080. Avec 6 Go de RAM de plus, la 6800 XL n'a pas de concurrente, mais bon, elle est un peu plus chère que la 3070, ça c'est logique. La 6900 XT par contre est 500 $ moins chère. C'est un argument. Certes. Alors, avis perso, je dirais que le meilleur deal possible, ce serait peut-être la 6800. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle part de plus bas au niveau des fréquences. Alors, si elle n'est pas limitée par son enveloppe thermique, je dirais qu'elle a de grandes chances de pouvoir s'overclocker à minima aux fréquences des autres cartes, ce qui réduirait l'écart assez grandement, et je pense qu'on pourra l'overclocker encore plus que ça, ce qui là aussi réduirait encore plus l'écart avec la 6800 XT et la 6900 XT par la même occasion, tout en sachant que la 6800 XT et la 6900 XT peuvent probablement s'overclocker, puisqu'apparemment les cartes des partenaires seront bien boostés et bien vénères. Hein. Je rappelle qu'au niveau des graphes qu'AMD a montré, il semblerait que leur carte ait un petit avantage en 1440p comparé à la 4K, où là les Nvidia sont pas meilleurs, hein, mais on dirait que l'avantage se réduit pour les cartes d'AMD en 4K. Toujours est-il qu'au final, les performances sur les benches qui nous sont présentés
sont plus ou moins kiff-kiff. Alors je ne pense pas qu'AMD mitonne sur ces graphes. Alors oui, je sais, sur certains d'entre eux, on a le Smart Access Memory et le Rage Mode activé. Je pense avoir une petite idée du pourquoi ils ont fait ça. Toujours est-il que je pense que dans les grandes lignes, les performances seront plus ou moins équivalentes à la carte qu'AMD a mis en face de la leur. Enfin, qu'AMD a ciblé. Alors, pourquoi AMD dans certains benches a mis en route le Smart Access Memory et le Rage Mode? Rage Mode est un nom ridicule d'ailleurs au passage. Je pense qu'ils ont fait ça pour pouvoir dire que dans une enveloppe thermique connue, leur carte est plus efficace énergétiquement que celle d'NVIDIA. Je pense qu'il normalement, on verra si ça se confirme avec les tests, mais je pense que par exemple la 3090 aurait tout à fait pu s'overclocker bien plus haut au niveau des fréquences, mais que la consommation exploserait par la même occasion. Donc je pense que pour eux, l'utilité d'utiliser le Smart Access Memory et le Rage Mode, qui est un très léger overclocking, leur permet de dire on a une carte qui consomme moins que la concurrente et qui est aussi puissante. À mon avis, c'est juste ça. Et je pense qu'au niveau de l'overclock, même si elle tape 350 watts, à 350 watts, à mon avis, elle a aussi les mêmes performances que la 3090, voire peut-être même plus haute, on ne sait pas. On attendra de voir les cartes des partenaires pour ça. C'est pareil pour la 6800 XT. À mon avis, elle peut aussi s'overclocker pour encore distancer la 3080, parce que là, du coup, les résultats de la 6800 XT ne sont pas avec le Smart Access Memory ni le Rage Mode. Du coup, c'est un peu le bordel à suivre, leur graphe. J'avoue que ça aurait été mieux qu'ils mettent la même chose pour tous, mais ils ont choisi de faire autrement. Bon, l'important c'est de le savoir. Moi, je pense que c'est l'hypothèse la plus probable sur le pourquoi du comment, et je trouve que ça fait sens. Est-ce que ça en fait des bench mythos pour autant? Je pense pas. Dans le meilleur des cas, sur quelques titres, le Smart Access Memory plus le Rage Mode, ça pourrait arriver à peu près 10% de perf en plus, même si dans les moyennes, ça avait plus l'air de s'approcher de 5%. Ce qui est pas non plus énorme. Donc ensuite, on va enchaîner un peu sur les features. Après la performance brute, du coup, confirmation du ray tracing sur RDNA 2. Bon, on savait que c'était là, mais il y a encore des gens qui doutaient, je ne sais pas pourquoi. Le ray tracing, on n'a pas eu de chiffres officiels de performance. On a juste vu des benchmarks qui se promenaient par la suite sur la toile. Ce qu'on peut en noter, c'est un peu la même chose qu'on avait déjà vu avec les benches de 3D Mark. C'est que le ray tracing d'AMD est moins performant que sur les cartes Ampère, enfin sur les 3080 et 3090 toujours, mais serait équivalent, voire un peu plus rapide que le ray tracing des 2080 Ti. Et donc par la même occasion, de la 3070 qui a des performances en ray tracing très proches de la 2080 Ti également. Donc au final, en dehors des 3080 et 90, la carte d'AMD n'a pas spécialement à rougir en ray tracing par rapport à la concurrence. Ça reste dans la moyenne acceptable, je trouve. Et pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Par contre, aucun mot sur le DLSS Made in AMD, mais en même temps que la présentation, il y a eu un article de The Verge qui est sorti, et qui explique qu'en gros, AMD est bien en train de travailler sur un DLSS maison, mais qu'il sera apporté plus tard dans de nouveaux drivers. Donc je pense qu'à la sortie de la carte, ça ne sera pas encore dispo. Les dernières rumeurs, c'était que ce nouveau DLSS arriverait au mois de décembre. Alors peut-être pour la sortie des 3000, enfin des 6900 plutôt. On verra bien. Toujours est-il que selon les dernières rumeurs qu'on avait déjà abordées lors de la dernière vidéo, le DLSS d'AMD serait plus rapide que celui d'NVIDIA, mais aurait une qualité moindre. Alors, qualité moindre, ce sera à juger. Après, moi, personnellement, tant qu'on est au-dessus du DLSS 1.0, c'est plutôt une bonne chose. J'espère que ce sera mieux que ça. Toujours est-il que pour le moment, on n'a rien à se mettre sous la dent, et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment une feature que les gens mettent en avant, et apparemment, c'est quelque chose qui fait que les gens doutent sur leur achat d'une carte AMD par rapport à une carte NVIDIA. C'est il n'y a pas de DLSS, et apparemment, la réputation en ray tracing est très mauvaise, pour une raison qui m'échappe.
Au final, il n'y a que 2 cartes plus puissantes, hein, c'est pas beaucoup. Avis perso, le ray tracing, on en est encore qu'au début. Je ne pense pas que ça se démocratisera plus que ça cette année ou avant la prochaine génération de cartes graphiques. Je sais que le ray tracing est présent sur console, évidemment, puisque c'est le RDNA 2. Toujours est-il que la puissance des consoles n'est pas incroyable non plus en ray tracing, je pense. Du coup, je ne pense pas voir le ray tracing se démocratiser très rapidement. Ça prendra encore du temps. Alors oui, quand c'est couplé avec le DLSS, c'est jouable, c'est plutôt joli. Il y a des jeux qui l'exploitent très bien, mais pour le moment, les 3 quarts des jeux, c'est un peu gadget. Alors j'espère que ça va s'améliorer, hein. Je suis tout à fait pour le ray tracing. Mais bon, je trouve que les cartes, et c'était un peu mon reproche d'ailleurs sur Ampère, alors certes, les performances en ray tracing sont en hausse, mais c'est encore loin d'être incroyable. Donc bon, à mon avis, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. À côté de ça, AMD nous a détaillé toute l'implémentation DirectX 12 Ultimate, plus quelques features à eux, donc le contraste adaptive sharpening qui existait déjà sur les 5700 XT, qui est une technologie de sharpening, donc ça filtre l'image, enfin filtre. Le sharpening en gros, ça améliore la netteté de l'image, ça apaise un peu, ça affine l'effet de flou. Par contre, s'il est trop élevé, si vous utilisez un filtre, même sur votre carte Nvidia qui fait du sharpen, si vous poussez le slider beaucoup trop haut, ça amène un certain grain à l'image. Donc le tout, c'est de trouver une balance entre les deux. Tout en sachant que le sharpening d'AMD n'est pas qu'un simple filtre. Que la qualité est vraiment très correcte, et même plutôt pas mal, et que ça a un coût complètement dérisoire en performance. Il n'y a aucun intérêt à ne pas l'activer quand on a une carte AMD, je trouve. Ensuite, le denoiser, bon bah ça c'est pour le ray tracing. Le variable shading, c'est quelque chose qui permet d'améliorer les performances en scannant à la volée les images pour abaisser la résolution des shaders qui ne sont pas les plus visibles ou importants. À voir en utilisation si ça baisse la qualité ou pas. Ambient occlusion, screen space réflexion, ça existe déjà. Ensuite, le super résolution, je ne sais pas si c'est le nom qu'AMD a décidé de donner à son DLSS ou si c'est autre chose. On verra. Alors au niveau des cartes en elles-mêmes, physiquement, ce sont des cartes de taille relativement standard qui rentrent dans des boîtiers classiques. Pas d'inquiétude comme sur certaines des nouvelles cartes Nvidia qui sont des monstres hein, au niveau taille. Là, je pense pas qu'il y aura de soucis à ce niveau-là. Ce sont 2 connecteurs 8 pins standard et non pas le nouveau connecteur d'Nvidia. Bon, d'ailleurs, AMD c'est gentiment amusé à tacler Nvidia à ce niveau-là. C'est de bonne guerre, hein. J'avoue que le nouveau connecteur, au final, c'est un peu gadget, et le placement de celui-ci sur les cartes Founder Edition, c'est vrai que c'est pas spécialement joli, mais bon, c'est pas non plus hyper important. Prise en charge également de Microsoft Direct Storage, donc un peu l'équivalent de ce qu'on a sur les PS5 et Xbox Series X, qui permet d'utiliser le SSD en tant que mémoire pour accélérer les chargements et le streaming d'assets en jeu. Bon, ça prendra encore du temps pour être utilisé, je pense, in-game sur PC, c'est pas pour tout de suite non plus. Mais le support est là, donc ça pourra commencer potentiellement. Bon, il y a aussi apparemment des pré-réglages sur le Radeon Software dans les drivers pour optimiser au mieux les jeux selon votre carte graphique, un peu comme le fait Nvidia avec GeForce Experience. Radeon anti-lag, alors c'est une techno qui existait déjà chez AMD avec les 5700 XT. Bon, apparemment, ils ont revu leur copie un peu pour améliorer le système, et je pense que c'est la même chose que ce qu'NVIDIA a proposé dernièrement pour réduire la latence en jeu compétitif. Pas grand chose d'autre à dire à ce niveau-là, ça marchait déjà plutôt pas trop mal dans l'ancienne itération chez AMD, donc il n'y a pas de raison que ce soit moins bien. Puis voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Chose importante aussi, l'Infinity Cache, qui pour moi est une des features les plus importantes de cette nouvelle génération chez AMD. L'Infinity Cache, c'est quoi ? Ça permet à AMD d'utiliser un bus mémoire plus petit, de la mémoire moins chère, pour arriver à un niveau de performance équivalent à ce que Nvidia a proposé avec un bus de 300 Wbit et de la GDDR6X.
C'est plutôt impressionnant. Bravo à eux pour avoir apporté cette innovation héritée du coup de leur travail sur Ryzen, qui aussi avec lequel ils ont fait un énorme travail sur le cache. Donc le cache permet d'optimiser énormément les transferts en mémoire, et je pense que c'est pour ça qu'AMD arrive à de tels résultats avec seulement un bus de 156 bits. C'est vraiment impressionnant pour le coup. Et du coup, l'Infinity Cache, ça leur permet de scale, enfin d'adapter leur architecture plus facilement. Et je pense que ça aura vraiment un impact important, par exemple, sur les APU, qui sont très limités par leur mémoire. Donc on pourrait imaginer, par exemple, les prochains APU, alors ça sera peut-être pas ceux-là, mais ceux d'après, qui arriveraient sur le socket AM5 en DDR5, qui apporterait déjà une amélioration au niveau vitesse pour les APU. Mais en plus, avec un Infinity Cache sur le côté, ça permettrait, je pense, d'apporter vraiment des performances beaucoup plus intéressantes pour les APU en jeu, comparé au niveau auquel ils sont maintenant. Et ça permettrait, je pense, d'avoir par exemple des PC portables avec un niveau de perf tout à fait correct, juste avec un APU, et ne plus avoir à avoir de carte graphique à côté. Et ce serait vraiment excellent. Et je pense que ça pourrait aussi faire des mini PC plutôt véloces. Je demande à voir, hein, mais je pense que c'est vraiment une techno qui leur permettra de décliner et d'utiliser des bus mémoire plus petits, mais qui seront du coup beaucoup plus véloces qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc je pense que ça pourrait vraiment avoir un impact intéressant sur les cartes plus bas de gamme. Et au passage de faire des économies à AMD. Alors il faut aussi aborder le Smart Access Memory, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Smart Access Memory, en gros, c'est si vous avez une carte graphique RX 6000, un processeur de série 5000 et une carte mère en B550 ou X570, ça permet au processeur un accès plus important à la mémoire graphique et donc d'avoir un petit gain en jeu. Et selon les jeux, ça peut avoir un impact non négligeable, même si dans l'ensemble, ça avait l'air d'osciller vers les 5% au global, même s'il y a des jeux, ça pouvait être plus élevé. Et d'autres moins élevés. Toujours est-il que si vous avez ce matos-là, c'est toujours bon à prendre, et ça permet à AMD de se construire une sorte d'écosystème et d'avoir un bonus à avoir tout le matos chez AMD. Ce qui est toujours une bonne chose, hein, je pense. Donc c'est plutôt bien vu. Est-ce qu'ils arriveront à faire d'autres optimisations de ce genre-là par la suite? À voir, mais c'est intéressant de voir cette convergence qu'AMD est en train de bâtir à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que j'en pense moi au final? Je suis vraiment très content qu'on ait enfin de la concurrence dans le milieu des cartes graphiques. Ça empêchera Nvidia de repartir dans des délires comme les tarifs de la série 2000. Et je pense qu'on peut dire merci à AMD pour la tarification de la série 3000. Je pense qu'Nvidia avait des infos et qu'ils ont vu le coup arriver. Ils ont voulu dégainer en premier à des tarifs plus concurrentiels, à mon avis. Si AMD n'avait pas eu quelque chose de sérieux à mettre en face, on serait encore en train de payer beaucoup plus cher. Pour ce qui est du positionnement tarifaire, j'aurais évidemment aimé que le placement tarifaire soit plus agressif. AMD n'a pas cassé les prix. Bon, en même temps, ils n'avaient pas vraiment de raison de le faire, vu que leurs cartes sont quasiment aussi performantes, et elles le sont en performance brute. Après, ça se joue plus sur les features qui sont un peu moins bonnes, voire manquantes. Après, je pense que la plupart des gens cherchent la rapidité avant tout, sauf exception évidemment. Mais c'est vrai que pour l'instant, la rasterisation, c'est encore archi dominant dans les jeux PC actuels et probablement encore à venir pour quelques temps. Donc ouais, au niveau des regrets, hein, encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'infos sur les offres logicielles, entre guillemets. Est-ce qu'AMD arrivera un jour avec un équivalent du RTX Voice? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont quelque chose comme le Nvidia Broadcast? Est-ce qu'ils ont amélioré leur encodeur vidéo, qui était quand même assez dégueulasse sur la génération précédente? Ce serait bien qu'ils aient quelque chose à mettre en face du NVENC aussi. Je pense que pour une utilisation en tant que streamer, le NVENC est vraiment bien, pour un coût matériel très peu élevé. Même si en utilisation PC simple, streamer en même temps de son PC de jeu n'est pas forcément la solution la meilleure. Il y a des jeux sur lesquels ça pose problème. Dans la grande majorité des jeux, streamer en NVENC tout en jouant n'a quasiment aucun impact et ne se ressent même pas à l'usage quand on joue. Donc c'est vraiment une très bonne techno.
Mais bon, pour moi, le plus grand absent, c'est le DLSS. Alors, certes, AMD nous dit que ça arrivera plus tard. Généralement, ils tiennent leur parole. Toujours est-il qu'on aurait bien évidemment voulu avoir un peu plus d'infos là-dessus. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des nouvelles cartes AMD. Du coup, je vais parler un petit peu des cartes Nvidia et particulièrement des 3070 qui sont sorties aujourd'hui du coup dans le commerce. Évidemment, ça a été dévalisé en 5 minutes chrono, voire moins. Alors, j'ai réussi à en choper une. Oui, tous ceux qui pensent que je suis un fanboy AMD, non. J'ai réussi à en toucher une, alors j'ai pas pris un modèle cher, hein, j'ai pris le moins cher, parce que je trouve qu'encore à 520 balles, c'était ok. J'aurais pas mis beaucoup plus que ça. Alors après, je ne sais pas encore si je décide de la garder ou pas par la suite. Toujours est-il qu'elle arrive demain. Enfin, aujourd'hui maintenant. À la base, je pensais plus partir sur une 6800, j'avoue, voire 6800 XT. Bon, j'ai tenté le coup de poker à passer une commande qui a été validée direct. Parce que j'avais un bon d'achat à dégager chez Rue du Commerce. C'est passé. Donc je verrai. Parce qu'au final, garder cette carte serait la solution économique pour moi. Et elle me permettra sûrement de jouer tranquillement au moins pendant un an. Donc j'y réfléchis encore. Mais toujours est-il, je n'ai rien contre Nvidia. Mais bon, du coup, le stock était vraiment minime, encore une fois. Il y a eu très très peu d'exemplaires en vente. Et c'est parti, encore une fois, en 2-2. Et franchement, c'est dommage. Pourquoi d'ailleurs, hein, je vais aborder ça. Je pense qu'Nvidia a livré encore moins de cartes que prévu parce qu'ils sont en train de revoir leur line-up. Je pense qu'AMD a un peu foutu le boxon dans leurs prévisions. Hein. Je pense que l'annulation des modèles 16 Go pour la 3070 et 20 Go pour la 3080 est tout à fait logique quand on voit les performances des cartes AMD. Donc du coup, qu'Nvidia nous sorte une 3070 Ti qui serait une 3080 castrée pour mettre en face de la 6800 XT castrée de chez AMD, ça a du sens. Alors certes, elle n'aurait toujours que 10 Go de RAM contre 16 en face. Bon bah si, voilà, on n'a pas grand chose à faire. Aussi, la 3080 Ti qui serait une 3090 avec seulement 12 Go de RAM. Enfin, je dis seulement, c'est déjà bien. Pour mettre en face de la 6900 XT au niveau tarifaire et laisser du coup la 3090 à 24 Go beaucoup plus haut. Donc je trouve que c'est tout à fait logique et je pense qu'Nvidia a coupé ses livraisons de puces en grande partie pour ça parce qu'il était prévu qu'ils mettent en vente beaucoup plus de cartes à partir de à peu près maintenant. Et donc en novembre on était censé avoir un peu plus de cartes que l'on avait eu jusqu'à présent. Toujours est-il, là, ça s'est pas concrétisé, hein. Même les 3070 ont été un peu saqués. Il y a eu moins de livraisons que ce qui était escompté. Je parle bien des fois. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez peut-être appris des trucs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Si vous avez des choses à me dire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à passer sur le stream. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse. Évidemment, je n'ai pas réponse à tout. Des gros bisous. Je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres news d'ici la sortie des cartes. Et entre deux, on aura la sortie des Ryzen 5000 maintenant dans même plus une semaine. Voilà, voilà. À la prochaine. Salut.